combien va vous coûter cette crise mondiale et combien elle vous coûte déjà? On a fait les comptes avec 4 Français, 4 profils différents entre la flambée des prix du carburant, celle des engrais, du plastique. Eh bien, ils mesurent déjà les effets de ce mois de guerre sur leur pouvoir d'achat et sur leur compte en banque. Reportage, Dorothée Lachaud, Arantxa Belderrain et Sylvain Doba. Ils s'appellent Nicolas, Alain, Frédéric, Bertrand. Ils sont agriculteurs, patrons ou retraités. Installés aux 4 coins de la France, ils ont un point commun. La guerre au Moyen-Orient a ébranlé leur pouvoir d'achat. Alain Lemonnier, 62 ans, a pris sa retraite juste avant le début du conflit. Lui qui habite en banlieue de Rouen dépend à 100% de sa voiture pour ses trajets quotidiens. Alors forcément... Ça fait quoi de faire le plein aujourd'hui? Ça fait mal. En moins d'un mois, son budget carburant a explosé. Je faisais un plein à peu près pour 70 € et aujourd'hui c'est un plein pour 84-85 €. Presque 15 € de plus par plein. C'est énorme. Des frais supplémentaires qui l'ont déjà poussé à limiter ses trajets. On ne va plus chercher le pain juste pour chercher le pain. On prend le pain pour plusieurs jours et on le congèle pour éviter les déplacements. Des hausses de prix qui ne s'arrêteront pas à sa voiture et qui risquent de s'étendre à d'autres produits du quotidien. L'alimentaire par exemple, car dans leurs champs, les agriculteurs comme Nicolas Hervin, 30 ans, voient aussi leurs factures augmenter. Dans le Val d'Oise, lui cultive 200 hectares de céréales. Là, on est sur du travail du sol et là, on est sur des consommations autour de 20 litres de l'hectare. 20 litres de GNR par hectare, ce carburant qui alimente ces machines agricoles et dont les prix ont flambé. Selon ses calculs, renouveler sa cuve lui coûterait aujourd'hui 9 800 €, presque 2 fois plus qu'avant la guerre. Sur l'exploitation en tant que telle, les trésoreries sont déjà au plus bas et on va devoir vraiment se poser la question de savoir comment on fait pour demain pour pouvoir avoir une rentabilité sur nos exploitations. Une inquiétude qui grandit alors que son stock d'engrais, lui, s'amenuise. Produit en majorité dans les pays du Golfe, leur prix a bondi de 15%. On a ce qui nous reste en engrais pour finir la campagne. Donc là, il y a à peu près 5 tonnes. Selon lui, les aides du gouvernement qui proposent des reports de charges sont insuffisantes. On nous permet simplement de lisser quelque chose, alors que réellement, il faudra quand même les payer à un moment ou à un autre. Donc c'est quand même très compliqué. Devoir payer plus dès aujourd'hui. Bertrand Rouillet, 64 ans, qui dirige une société de transport routier dans l'Hérault, y est déjà contraint. Chaque jour, il est suspendu au cours du carburant. Vous avez une tendance des prix de demain? Vous me dites ça dès que vous le savez? Lui a fait ses comptes. Avec 150 camions à alimenter, le mois de mars a vidé sa trésorerie. Avec une moyenne de 50 centimes supplémentaires par rapport au mois dernier, nous avons un surplus de dépenses de 160 000 €. 160 000 € de plus en un mois, qu'il répercute déjà en partie à ses clients. En attendant, ses chauffeurs, comme Pierrick Laurens, adaptent leur conduite. Par exemple, sur les arrivées sur des ronds-points, on doit y aller plus souple. Sur les rapports de vitesse, en fait, c'est une conduite beaucoup plus souple. Ça permet de gagner, allez, on va dire, entre 1 et 3 litres au 100. Mais plus le conflit se prolonge, plus l'angoisse monte pour le gérant. C'est une pression totale de tous les instants et qui nous préoccupe beaucoup. Si on ne répercute pas à la fin du mois une partie de la hausse, il y a fort à parier que bon nombre de nos confrères vont disparaître rapidement. Des prix qui flambent et des matières premières qui viennent à manquer. C'est le problème de Frédéric Barconce, 54 ans, directeur d'une usine de plastique. Aujourd'hui, 40% de sa matière première provient du Moyen-Orient et ses réserves baissent. Je vois qu'au niveau du 3e, on commence à avoir des espaces vides. Est-ce que, selon toi, on va pouvoir être approvisionné rapidement? Avec la fermeture partielle du détroit d'Ormuz, les livraisons sont ralenties et les tarifs s'envolent. En une dizaine de jours, on a vu les prix augmenter de 30%. Et ça continue de bouger. Donc ça veut dire qu'on commande à l'aveugle. On ne sait pas bien où on en est, ça a un gros impact sur notre trésorerie. Le gérant ne s'en cache pas. Les prix des bouchons en plastique et autres emballages omniprésents dans notre quotidien vont grimper.
sur des produits comme cela, la matière première, c'est 60% du prix du produit final. Donc vous imaginez bien qu'avec 30% d'augmentation en 10 jours, nécessairement, on doit maintenant se remettre autour de la table avec nos clients pour réévoquer ces prix au mille. Des hausses en rayon qui devraient être visibles dans nos supermarchés ces prochains mois. Vous avez vu les répercussions en France, mais cette guerre a des répercussions dans le monde entier. En Asie notamment, la crise est massive. Nous avons tourné en Thaïlande, où la pénurie de carburant paralyse les villes. Les climatiseurs ne fonctionnent plus alors qu'il fait 40 degrés. Et le tourisme, pilier de l'économie, s'est effondré en 3 semaines. Arnaud Boutet, Gaël Caron. Des stations vides, faute de carburant. Et pour ce conducteur de minibus, commence alors un parcours du combattant. J'ai peur car si je n'ai pas d'essence, je n'ai tout simplement plus de travail. Première tentative, cette station semble ouverte. Avez-vous été livré? Non, pas encore. À quelle heure le saurez-vous? On ne sait même pas si le camion-citerne passera aujourd'hui. Quelques kilomètres plus loin, de l'essence il y en a, mais impossible de faire le plein. On vous autorise 500 bahts, pas plus. 500 bahts, soit 13 € pour 15 litres. Ici, l'essence est rationnée. Et il n'y a pas que sur la route. La crise énergétique se fait sentir au sein des entreprises. La Thaïlande produit son électricité à partir de gaz naturel importé de plus en plus cher. Ici, un bureau de change, une quarantaine d'employés. À 9h25, il fait déjà 28 degrés. Le patron redoute une hausse de sa facture d'électricité. Alors, il est éteint. Pas de climatisation. On allume les climatiseurs par intermittence. On va économiser de 20 à 30% d'électricité. On sort les ventilateurs. Le gouvernement incite les entreprises privées et publiques à faire de même. Je me sens mal à l'aise avec cette chaleur. J'ai peur de mal compter les billets de banque. Même à l'hôpital, il n'y a pas de petites économies. Ce directeur a réduit la climatisation dans les chambres et ce n'est pas tout. Là, c'est l'ascenseur. Mais on essaye de ne pas l'utiliser. On demande aux personnes valides d'emprunter l'escalier. Et en plus, c'est bon pour la santé. Et pour les ambulances, réduction des coûts. Pour les patients qu'on envoie dans un autre hôpital, on essaie de transporter 2 personnes à la fois. L'une allongée et l'autre, dont l'état est moins grave, assise à côté. Et puis, il y a une autre conséquence de la crise à l'image de ces tuk-tuk traditionnels qui attendent le client. Moins de touristes, tous les professionnels le confirment. C'est une catastrophe depuis le début de la guerre. 11% de visiteurs en moins en quelques semaines à peine. La chute ne devrait pas s'arrêter. Et dans ce contexte de crise mondiale où il y a tant d'incertitudes, on voulait l'analyse et les prévisions du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Bonsoir. Bonsoir Léa Salamé. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez des chiffres à nous révéler sur la croissance, sur l'inflation, sur l'impact de cette guerre sur notre croissance à nous. Mais d'abord, le ministre de l'économie, hier, a employé le terme un peu choc de choc pétrolier. Il a parlé de choc pétrolier pour qualifier ce qu'on traverse depuis un mois. Est-ce que vous le reprendriez, ce terme? Est-ce que ce qu'on vit, ça ressemble au choc pétrolier de 73 ou de 79? Alors, le ministre s'est expliqué depuis sur ses propos, mais peut-être un éclairage sur, effectivement, ce que vous dites, sur les chocs pétroliers de 73 et 79. Je crois qu'il y a 2 différences par rapport à aujourd'hui. À l'époque, on parlait d'un choc permanent. C'est-à-dire on monte une marche d'escalier et on reste nettement plus haut, alors que cette fois-ci, comme après 2022 en Ukraine d'ailleurs, il y a une montée qui est une mauvaise nouvelle, mais tout le monde s'attend à ce que les prix redescendent ensuite. Quand Alors, il y a plusieurs scénarios que nous avons faits. Nous avons fait 3 scénarios différents que je vais commenter. Il y a une autre différence, si vous me permettez, parce que Léa Salamé, je suis assez âgé, malheureusement, pour avoir connu les chocs de 1973 et 1979. L'effet était non seulement durable, mais il était beaucoup plus fort. On a peut-être un peu oublié qu'après 73, les prix à la pompe avaient monté de 70% durablement. Et puis après le deuxième choc pétrolier de 79, ils avaient monté de 60%. Là, on a des choses difficiles à traiter.
mais un impact qui globalement est modérément négatif pour l'économie française. Alors justement, quel est l'impact sur l'économie française de ces 28 jours de guerre, de ce mois de mars 2026, sur la croissance d'abord, sur l'inflation ensuite? Alors, nous avions dit depuis le début que ça signifiait pour l'économie française, comme pour l'économie européenne, un peu moins de croissance et un peu plus d'inflation. Mais pour la première fois, nous commençons à chiffrer, à préciser la photo. Alors, nous le faisons à partir de 3 scénarios différents, parce que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'incertitudes. Dans le scénario de base que nous publions, qui ressemble, la situation du pétrole varie tous les jours, mais qui est assez proche de la situation de ce soir, la croissance française serait à 0,9% cette année. C'est un peu moins que ce qu'on prévoyait à 1%, mais ça reste positif. Et l'inflation qu'on prévoyait à 1,3% monterait à 1,7%. Alors, il y a donc évidemment... il y a un impact, un peu moins de croissance. Bien sûr un impact, nous l'avons dit depuis le début. Un peu plus d'inflation. C'est un impact modérément négatif. Il y a évidemment les prix de l'énergie qui montent plus. Voilà, on voit à l'écran effectivement nos prévisions dans ce scénario de base. Ça, c'est vos prévisions pour l'augmentation des prix sur l'inflation. Ce qu'on voit là, ces prévisions-là, ça montre que vous allez tout faire pour contenir l'inflation. Oui, alors... Dans les 2 ans qui viennent. C'est là qu'il faut venir aussi sur les 2 autres scénarios qui sont plus défavorables. On prévoit un prix du pétrole qui est plus haut et puis qui redescend plus lentement. Alors là, évidemment, il y a moins de croissance, mais je veux souligner que dans les 3 scénarios, ça c'est important, la France échappe à la récession. Donc on garde une croissance positive. La France échappe à la récession en 2026 et en 2027 et en 2028. On pourrait revoir les chiffres. Voilà. Alors, il y a une croissance ralentie. Même si la guerre dure longtemps. Absolument. On garde une croissance positive. Alors bien sûr, ce sont des prévisions. Mais je ne serais pas sérieux si je vous dis que je sais exactement ce qui va se passer. Mais cette technique des scénarios, je crois, permet de traiter les incertitudes. Et puis sur l'inflation, qui est bien sûr la première préoccupation de nos concitoyens, il y a plus d'inflation dans les scénarios les plus défavorables, mais qui ne correspondent pas à la réalité actuelle. On verra. Il y a plus d'inflation, mais je veux souligner 2 éléments qui sont peut-être moins négatifs. La première, c'est que l'inflation, dans toutes les années, reste moins forte en France que la moyenne européenne. Ça, c'est un avantage à la France, il faut peut-être souligner, parce qu'on a moins d'inflation au départ, aujourd'hui, et puis on a un grand avantage sur ce choc de l'énergie, c'est qu'on a retrouvé notre électricité nucléaire. Et puis, alors, je vais dire... Donc, ça veut dire que les prix de l'électricité ne devraient pas augmenter énormément. Ça, c'est une différence importante avec 2022, parce qu'à l'époque, on n'avait pas assez d'énergie nucléaire. Est-ce que je peux dire un autre mot sur l'inflation? Parce que ça, c'est notre responsabilité. Nous, Banque centrale, nous ferons ce qu'il faut pour ramener l'inflation à au maximum 2% en 2027 et en 2028. Sébastien Lecornu, et c'est ma dernière question, exclut des aides générales aux Français, contrairement à d'autres pays comme l'Italie ou l'Espagne qui ont baissé les taxes. Il l'a redit encore aujourd'hui, pas de politique du chèque. Vous comprenez cette position? Alors, c'est évidemment un sujet très sensible et on voyait dans le reportage un certain nombre de nos concitoyens qui sont plus directement touchés. Il y a d'autres Français dans les grandes villes ou d'autres secteurs économiques qui sont moins touchés. En moyenne, l'essence, c'est 4% de notre panier de consommation. Ce chiffre peut vous paraître bas. Il y a bien sûr des gros rouleurs pour lesquels il faut peut-être des aides ciblées. Mais par rapport aux autres pays dont vous parliez, je veux souligner qu'il y a 2 différences. D'abord, c'est des pays qui ont en général plus d'inflation que nous, ce que je disais tout à l'heure. Et puis, ils ont un peu plus de marge de manœuvre pour dépenser. Nous, malheureusement, nous avons les déficits les plus élevés d'Europe et nous avons trop de dettes. Donc, ça n'est pas à la Banque de France de décider, mais s'il devait y avoir des mesures, je crois qu'elles devraient être très ciblées sur ceux et celles qui en ont le plus besoin et être temporaires. Juste une dernière question, parce que vous parlez des déficits. Marine Le Pen dénonce les recettes indues d'un État profiteur de crise avec la flambée des prix du pétrole. Est-ce qu'il y a plus d'argent qui forcément arrive dans les caisses? C'est une question posée côté ministère des Finances et administration fiscale. Je crois que la réalité, c'est que même s'il peut y avoir des recettes instantanées sur l'essence plus élevées, globalement, l'État est quand même perdant parce qu'il y a un peu moins de croissance, comme je le disais. Donc l'addition, un impact modérément négatif, ça vaut aussi pour l'État. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour cette analyse.